Salut tout le monde. Euh, J'espère que vous allez bien. Donc toujours pareil, dans un premier temps, juste me dire avec un petit pouce comme quoi vous entendez bien, vous m'entendez bien. Parce qu'en fait, comme des fois ça marche bien avec le Bluetooth et des fois ça marche pas. Donc juste me dire si vous m'entendez bien. Normalement je pense que c'est bon. Super, super, super Maxence. Bon ça va tout le monde? Confinement, c'est pas trop dur. Vous arrivez à vous entraîner correctement? Yes, allez, on va de suite faire... je vais de suite récupérer, hop, AT. Boum. Yo, voilà, ça doit arriver normalement. Tant que ça se connecte, parce que j'ai pas mal de réseau. Donc là on attend, je suis en phase de connexion avec AT, donc c'est en train de se connecter. Normalement, j'espère que c'est bon. Si, on n'a pas fait de test, ça passe pas. C'est la merde. Ok, faut passer, on réessaye, boum, ajouter. Si jamais tu me vois AT et que là quand je te fais la demande ça passe pas, Ah, ça a l'air appelle-moi. de passer. Yes, j'entends ta voix déjà. Ah, Let's c'est go. bien. Ouais, je vois pas pourquoi tu me vois pas. Ok, on Ah, t'entend mais on te voit pas. moi je t'entends. C'est depuis mon S10. Et tu peux voir, Pourquoi? elle dit c'est Samsung ça. Comment? C'est à Samsung, c'est un Ouais, je suis S10. Samsung. Mais attends, zut, pourquoi ça marche pas? Essaie toi de me demander l'invitation pour voir si ça passe. Et si ça passe pas, c'est pas grave, est-ce que les gens t'entendent déjà? Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que vous m'entendez? Ils vont te répondre. C'est con ça. Alors, ça c'est En moi. fait, C'est les aléas du direct. oui, puis c'est surtout comme je dis, tu peux pas, on va pas tester avant. Ouais, alors, attends, je peux essayer de. Alors ça, je sais pas pourquoi il fait ça. Je peux Je pas crois que te les le gens faire. t'entendent, hein. Tout le monde met un pouce. Donc ouais, Oui, donc les gens m'entendent. Les gens m'entendent. Bon bah, ça fait encore plus opérationnel. yeah, exactement, exactement. Après, il n'y a pas besoin forcément de voir ton visage pour comprendre ce que C'est tu vas ça. dire. S'ils veulent voir votre tronche, ils peuvent aller sur YouTube. Donc, C'est clair. C'est clair, c'est clair. Tout le monde m'entend bien. Et en fait, il y en a quelques-uns qui me disent que le son n'est pas top. Mais je pense que, comme étant donné, c'est toujours pareil. En fait, quand il y a un groupe et qu'il y en a deux qui disent que ça marche pas et que tout le monde trouve que ça marche et que c'est les deux, ça marche pas, qui moi, perdent. moi, je t'entends, je t'entendais mieux avant de me connecter. Je sais pas s'il y a eu une toute petite perte de qualité audio quand je me suis connecté, mais c'est vrai que je t'entends un petit peu mieux. À mon avis, il y a dû avoir un tout petit peu de perte un tout petit peu de perte, tu sais, sur la bande. Ouais. Mais mon son, tout le monde comprend ce que je dis. En fait, là, le plus important, c'est pas ce que je vais dire, c'est ce que AT va vous dire. Donc, AT, quand il parle, non, t'es dit, tu bugs. Ok, ok, ok. Alors attends, c'est pas top top. Regarde ce qu'on va faire rater. Déconnecte-toi, je vais prendre mes écouteurs et je vais mettre avec des écouteurs pour voir. Ok, donc je me déconnecte et Ça je me marche? reconnecte dans la foulée. Yes, on fait comme ça. À tout de Ça suite. roule? À tout de suite. Je vais me connecter moi aussi, je m'enlève le Bluetooth, tout le monde. Hop. Ouais. Hop. Ok, hop. Normalement c'est bon. Est-ce que là vous m'entendez? Normalement ça va être un petit peu mieux. Hop, tac. Là c'est mieux. Ok, ça va bien. Ouais, je sais pas, des fois c'est peut-être un manque de réseau, j'en sais rien. Je sais pas pourquoi ça passe pas. Ok, Moi, je t'entends mieux. ok, bon, toi tu m'entends mieux. Bon, on ne voit toujours pas. Bon, c'est pas grave, hein. La prochaine, tu sais, je te ferai un espèce de montage, on mettra ta photo où les gens iront voir directement, iront directement voir sur ton Insta. Regarde, je vais épingler ton Insta juste, tac, 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 tac. Euh, et puis après, on va commencer. Eh ben, écoute, tu sais quoi? On peut même commencer de suite, en fait. Donc, bah, déjà, bienvenue à T. Ça fait plaisir de t'avoir sur Force Spécial Coaching.
Comme je le disais, en fait, Force Special Coaching, c'est un groupe qui rassemble que des anciens FS, unités d'élite. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que même si l'armée de l'air ou la marine, justement, tout ce qui va être, on va dire, aviation, etc., ne fait pas partie forcément du COS, mais on travaille quand même souvent avec vous. Donc, notamment avec les commandos, on travaille souvent avec vous. Les unités étrangères aussi travaillent avec vous. Donc, c'était intéressant. Et puis, dedans, dans le groupe, il y a des jeunes aussi qui veulent rentrer dans l'armée de l'air en tant que pilote. Donc, c'était pour avoir un petit peu des conseils là-dessus, parce que c'est pas un domaine que je maîtrise. Donc, la première question, très très simple, c'est qui es-tu? Eh ben, je suis l'homme en noir, l'homme caché aujourd'hui. Non, moi, je suis athée. Athée, c'était mon nom de guerre. On a tous des call signs, hein, tu connais ça, des noms des noms de guerre, comme dans Top Gun, t'as Maverick, Goose. Ben, moi, c'est athée. C'est un petit jeu de mots avec mon nom de famille, Chué. Donc, je vous laisse réfléchir à pourquoi athée, Chué. Et j'ai 33 ans, j'ai fait 13 ans dans l'aéronavale française, donc j'étais dans la marine, et j'ai fait du super étendard. Ensuite, j'ai fait du Rafale, et j'ai notamment participé aux opérations de combat en Irak après le Bataclan. On avait appareillé 2 jours après, donc je suis parti faire des opérations en Irak après le Bataclan. Je faisais également des meetings aériens, un style différent, mais ouais, on a beaucoup travaillé avec les forces spéciales. Moi, j'aimais bien dire que vous étiez nos clients. La plupart des frappes que j'ai faites en Irak, c'était au profit de forces spéciales françaises, canadiennes, américaines ou autres. Mais c'est vrai qu'on travaille beaucoup avec vous. Et maintenant, j'ai quitté l'institution il y a 2 ans. Je suis pilote de ligne en Amérique du Nord. Je suis franco-canadien par ma mère. Et j'habite en Provence, j'habite dans le sud. Et maintenant, je suis conférencier professionnel et j'ai une petite entreprise. On fait de la formation professionnelle, des choses comme ça. Et depuis peu, youtubeur. Donc, ça marche bien sur YouTube. Bon, c'est super. Est-ce que tu peux juste dans les commentaires marquer mettre un petit mot comme ça, je vais t'épingler et les gens pourront directement aller sur ton Insta comme ça. Ouais. Tu sais, dans le commentaire, tu marques un petit pouce et je vais pouvoir t'épingler parce qu'il y a tous les messages. C'est le nom de mon YouTube. Parfait. Tac. Et hop. Putain, je peux même pas t'épingler. Si. Ah bah écoute, c'est pas grave. Regardez dans les commentaires, là il y a Mac3 Management à t'échouer et en fait, je vous invite aussi à aller le suivre sur Insta. Et après t'as Insta, tu m'as dit t'as une chaîne YouTube aussi, c'est bien ça? Ouais, c'est ça. On a une chaîne YouTube depuis 1 mois et on a 14 000 followers et ça marche pas mal. Et sinon, je suis sur LinkedIn ou Facebook. Mais Insta sur Mac3. Ok, cool. Dans l'ordre, alors j'ai pris plusieurs questions, hein, comme d'habitude, les questions qui sont venues. Moi, une des questions que je trouve intéressante, hein, qui va aussi avec la partie force spéciale coaching, puisqu'à l'intérieur, tu sais, on forme les coachs en fait entraînent des jeunes qui vont passer les tests de sélection pour les CSO, etc., etc. Pour être pilote, est-ce qu'il faut un entraînement particulier, l'entraînement physique, notamment par rapport au G? Parce que je sais que on supporte plus ou moins léger. Comment est-ce que tu fais, même si tu as les combinaisons, etc. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça se passe, les sélections? Bien sûr. Donc, il y a pas mal de G, hein, ce qu'on appelle aussi le facteur de charge. Sur Rafale Marine, on peut peser, et en meeting aérien, on pesait jusqu'à 11 fois notre poids. Donc, si je suis tout équipé à 100 kg sur la balance, à 11 G, je fais 1 tonne 100. Et le plus intéressant, si on peut dire, c'est que j'ai un déplacement des organes à l'intérieur de mon corps. C'est qu'on a des organes mous, hein, il y a tout qui bouge un peu. Et ils se sont rendus compte que ça pouvait bouger de plus de 10 centimètres dans certains cas. Donc pour faire face à ça, il y a 2 choses en fait sur lesquelles on travaille. La première, c'est de l'adaptation physiologique. Donc en fait, c'est comme tout, mais il faut en faire. Donc on se force sur des vols de reprise à prendre pas mal de facteurs de charge pour que l'organisme se rappelle et soit plus résistant. Mais d'un point de vue purement prépa physique, ça va être un renforcement de gainage, membre inférieur parce qu'on vient souvent contracter les jambes lors du facteur de charge. Pourquoi est-ce qu'on contracte les jambes? C'est pour éviter en fait que le sang ne descende dans les pieds et quitte le cerveau. Donc en fait, dès qu'on va tirer du facteur de charge, on va contracter, on va gainer un maximum nos muscles de manière à essayer de faire de la rétention de sang dans nos muscles et éviter de tomber dans les pommes. C'est assez original. Donc pour ça, on fait du gainage principalement et du renforcement au niveau du cou également. Parce que quand il faut bouger la tête alors que sa tête fait 10 fois son poids avec un casque sur la tête, ça peut vite faire mal au cou. Donc on fait pas mal de renforcements spécifiques au niveau du cou. D'accord. Et donc du coup, c'est 1 tonne que tu pèses, que tu ressens.
c'est pendant le décollage ou alors c'est pendant toute la phase de vol, tu vas, par exemple, si tu es à Mach 2, Mach 3 pendant, je sais pas, 40 minutes, pendant 40 minutes, ton poids, c'est ça? Ou alors après, tu as une Non, phase où tu te sens. c'est seulement pendant les évolutions dynamiques. Donc, par exemple, j'ai mon avion qui vole tout droit, et là, je décide de partir en virage à gauche parce qu'il y a un adversaire qui m'arrive par la gauche. Là, j'incline l'avion et je tire sur le manche. Et pendant toute la période où je tire, je vais peser lourd. Donc, en termes de durée, le 11G, ça va durer moins de 5 secondes, et on peut se retrouver généralement en combat à peser entre 3 et 7 fois son poids, des fois pendant 1 minute à 3 minutes. Donc ça va être assez variable, mais ça ne dure pas des heures. Par contre, ce qui dure des heures, c'est le fait d'être dans l'avion, dans une position qui est pas toujours agréable. On faisait 8 heures assis dans le cockpit pendant les missions de guerre, mais bon, c'est rien à côté des légionnaires ou des forces spéciales. Ouais, ça a quand même le mérite d'être su, et c'est quand même dur parce que 8 heures dans un cockpit et puis à faire justement des phases d'accélération. Parce que là, on parle d'un vol de croisière où tu vas pouvoir rester assis tranquille, mais par contre, après, quand ça chasse un petit peu, je pense que c'est un petit peu plus violent quand même. Donc, Ouais, c'est un petit peu plus violent, mais en fait, on est face euh, à des augmentations brutales de notre charge de travail et une dégradation brutale de nos conditions en fait physiques. Tu es dans le vol, tout va bien, et là tu es engagé, boum, instantanément, tu te retrouves à peser 1 tonne, il faut y aller, il faut répondre. Après, il se passe peut-être rien pendant un quart d'heure, et boum, il faut y aller d'un coup. Donc en fait, on est obligé, c'est pour ça on travaille un petit peu le côté explosif, parce qu'il faut savoir réagir rapidement. Et pour tout ce qui est aérobique et vraiment tenir dans la durée, les 2 points sur lesquels il faut qu'on travaille, c'est l'enchaînement des missions longues. Quand tu fais un vol de 8 heures tous les 3 jours, ça fatigue. Et, euh, et les conditions de vie sur le porte-avions qui te permettent pas de récupérer de manière optimale, hein, comme tout combattant. Mais ça, après 4-5 mois, ça a quand même des effets. Sachant que nous, au retour de mission, il faut qu'on apponte. Hein, donc, il faut qu'on pose l'avion de 15 tonnes sur un bateau de nuit qui se déplace à 50 km/h. Et ça nous oblige en fait d'être super performants après 8 heures de vol. Donc c'est vraiment une gestion de l'énergie sur le long terme face à des événements stressants qu'on connaît à l'avance comme l'appontage, mais aussi face un peu aux aléas du combat auxquels il faut qu'on réagisse directement sans tomber dans les pommes. ouais, de toute façon, les pilotes de l'armée, de la marine sont quand même, pour moi en tout cas, hein, sont quand même très très performants parce que c'est pas évident. On n'a pas les porte-avions américains qui permettent de prendre une piste d'atterrissage et d'envol qui est hyper longue. Quand on regarde sur nos porte-avions à nous, c'est quand même assez réduit et je trouve la façon dont tu décolles et la façon dont tu atterris là-dessus, c'est quand même, c'est coûteux quoi. C'est pas mal, surtout que Ça j'ai réveille. vu quelques ça réveille. Et puis j'ai vu quelques petites vidéos je crois que tu avais posté un avion. Alors justement, tu vas pour m'expliquer, on voit un avion qui part et en fait l'avion part et on entend dans la radio comme quoi il décroche. Donc moi je connais, hein, il a plus de portance. Mais ça justement, tu peux nous expliquer comment est-ce que le mec a pu faire une erreur comme ça, comment c'est possible? Qu'est-ce qui... Oui. Alors, c'est l'avion du super étendard qui part à l'eau. Si on tape crash porte-avions français sur YouTube, on doit pouvoir le trouver. C'est un officier d'échange étranger allemand qui en fait a pas appliqué la procédure. La procédure veut sur ce type d'avion, et j'ai 120 catapultages sur ce type d'avion, que normalement au catapultage, tu mets ta main derrière le manche, mais tu n'agrippes pas le manche. Pourquoi? Parce que l'accélération est tellement forte que si tu agrippes le manche, tu vas le tirer vers toi et tu vas faire ce qu'il a fait en sortie de pont. Donc en fait, il faut accepter de ne pas toucher les commandes lors du catapultage. Donc lors de la phase où on est sur le bateau et on va être projeté dans les airs. Donc en 75 mètres, on passe de 0 à 300 km/h, donc ça accélère fort. Et ça accélère tellement fort qu'en fait, tu peux pas résister. Donc si tu prends le manche dans la main, tu vas tirer dessus à cause de l'accélération et tu vas faire ce qu'il a fait. Donc il y a une discipline à avoir. Nous, notre grand cheval de bataille dans l'aéronaval, c'était la rigueur. Il faut être extrêmement rigoureux quand on est pilote de manière générale, mais encore plus dans l'aéronaval, parce qu'il y a une multitude de petites procédures comme ça où si on les applique pas scrupuleusement, ça paye malheureusement. D'accord. Et moi, j'ai une question totalement terre à terre et pragmatique parce que, par exemple, nous, quand on était à l'armée, bon, voilà, si tu perds une arme et tout, etc., c'est chaud et ça peut arriver. Perdre, comment ça peut arriver? Ça peut arriver dans un raid nautique que ton arme, elle tombe au fond parce qu'il y a eu un souci, tu t'es retourné, bref, pas mal de choses qui peuvent se passer. Si tu plantes un avion, c'est fini pour toi? T'es radié ou comment ça se Non, passe? mais en fait, c'est comme partout, tu as une commission d'enquête, donc forcément, il va y avoir une belle enquête. Moi personnellement, j'ai cassé un avion à l'appontage. Je suis arrivé, Ok. je me suis posé, et là, j'ai l'amortisseur avant qui est arrivé en butée, qui a pas fait son travail, qui a cassé, je me suis retrouvé en crash sur le pont. Donc, il y a une commission d'enquête.
On te fait plein de prises de sang, forcément ils prennent les avis de tout le monde. Et moi j'avais été blanchiste, un souci technique, un défaut de reconditionnement de l'amortisseur avant, un petit souci de maintenance, mais il va y avoir une enquête. Donc tu vas passer des jours un peu compliqués, mais si t'as rien fait de mal, eh ben d'un point de vue carrière, ça va pas t'affecter. C'est jamais D'accord. plaisant et il faut faire attention. Des fois, il y a peut-être des stress post-traumatiques dans certains cas ou autres. Mais non. Par contre, ce qui est de perdre de l'armement, ça peut arriver. Alors, c'est rare, hein. Mais des fois, donc, tu as l'armement qui est sous l'avion et il est déjà arrivé des fois qu'il y a des choses qui tombent. Alors, pas trop de l'armement en soi, mais sur l'avion d'ancienne génération comme le Super Étendard, on a déjà un avion qui a perdu des bidons. Donc, il était en vol et il y a un bidon qui est tombé. Donc, c'est dommage. C'est dommage, exactement. Alors, tu peux regarder, tu sais, en même temps, tu as des questions qui défilent, je les vois pas toutes. Ouais, Il y a des questions sur lesquelles tu peux rebondir en même temps. Tu peux rebondir avant qu'on les oublie. Par exemple, moi, j'en ai vu une et c'est vrai que je me suis jamais posé la question. Parce que après, je pense que... Ouais, voilà, exactement. Exactement. Alors, la pause pipi et l'eau, c'est un point qui est intéressant. Alors, pour la petite anecdote, j'ai un copain, ancien FUSE, justement. Donc, il est rentré en tant que FUSE. Après, derrière, il a fait en interne et au PAN, élève officier de pilote de l'aéronautique navale, donc le cursus de sélection pour faire pilote, et il a fini pilote de Rafale, et il aimait bien courir, hein, forcément, et il est parti faire une mission de guerre. Il est revenu de sa mission de guerre, le lendemain il a fait un footing d'1 heure et demie sur le pont d'envol, et il a chopé des super tendinites aux membres inférieurs. Alors pourquoi je vous parle de ça? C'est à cause de la déshydratation. En fait, sur un vol de 8 heures, là où, enfin, tu fais 6h30 de vol, 8 heures dans le cockpit, tu ne peux pas emmener un stock illimité d'eau. Je sais que personnellement, moi, j'avais une bouteille d'eau une gourde d'1 litre et on avait du mal à emporter plus d'1 litre avec nous dans le cockpit. Donc, 1 litre sur 8 heures, c'est pas énorme, surtout avec la sudation ou autre. Donc, on fait très, très attention à la déshydratation. Ensuite, pour ce qui est de la nourriture, chacun fait un peu sa sauce. Moi, j'en ai pas parlé, mais je viens du triathlon de haut niveau avant. J'ai gagné l'US Open de triathlon il y a 12 ans. Donc, je venais du sport d'endurance. Et donc, je me suis dit, ça marche bien sur un semi-Ironman. Je me connais d'un point de vue nutritionnel sur ces trucs-là. J'ai fait pareil. Donc, en fait, je stabilisais ma glycémie avec des barres protéinées et je reprenais des barres glucidiques en fin de mission pour un petit coup de boost pour l'appontage. Mais tu ne peux boire qu'un litre. Donc, ça réduit un petit peu, on va dire, tes besoins de faire pipi. Mais pour rentrer dans le détail du pipi, on s'est rendu compte que sur un vol de 8 heures, tu urines entre 1,1 litre et 1,2 litres. Donc, 2 méthodes, 2 écoles. La première méthode, c'est la couche, que je n'ai jamais testée, qui, dans ma compréhension, était one shot, et pour plein de raisons, surtout celle d'avoir des enfants en bas âge, j'en suis à mon 3e, non, je me voyais pas mettre ma couche. Et l'autre raison, c'est, imagine, tu t'éjectes, t'arrives au sol, tu te fais choper par des mecs, et maintenant, t'es en couche, quoi. Donc, je me suis dit, non, il n'y a pas moyen. Des collègues qui en mettaient, non? Ouais, on a des mecs qui tirent des bombes avec des couches, ouais. Donc, t'as des djihadistes qui sont morts à cause de bombes tirées par des mecs en couche culotte. C'est énorme. Mais les cosmonautes, ils ont ça aussi, hein. Donc, l'autre méthode, c'est comme ce que tu peux avoir dans les hôpitaux. Tu mets une sorte de capote avec un tuyau, donc tu mets ça avant de partir à l'avion. Ensuite, une fois que tu es installé dans l'avion en vol, tu as une sorte de petit réservoir d'eau que tu viens mettre le long de ta jambe. Tu relis ton tuyau à ton engin et tu mets l'embout qui est en bout de la capote en fait au réservoir et ça te permet d'uriner. Ce qui fait que là, tu as 2 écoles pour entrer dans les détails. Tu as l'école tu gardes ton matos sorti et le branchement continue, ou alors tu le ranges et tu le ressors à chaque fois. Donc voilà. Donc il peut t'arriver de tirer des bombes avec le matos sorti. Pour l'anecdote, c'est possible. Donc c'est le côté glamour de la chasse, mais ça fait bizarre quand tu te retrouves avec. Faut être franc. Hein. Moi, un des premiers points marquants, me demander une anecdote marquante, puisqu'on est là-dedans et pour faire le tour, c'est t'arrives au-dessus de Ramadi, première mission de guerre au-dessus de Ramadi. Et là, donc c'est à côté de Fallujah, à côté de Bagdad. C'était la reprise de la ville de Ramadi. Ils en parlent dans American Sniper, mais moi, je suis allé 12 ans après. Et c'était toujours le boxon. Et on aidait à la reconquête de la ville de Ramadi. Donc là, t'arrives au-dessus, t'arrives avec tes 2 Rafales, t'as 2 tonnes de bombes et tout. Et là, tu dis, t'es pas prioritaire pour tirer les bombes, il y a d'autres avions en dessous. Et là, tu dis, qu'est-ce que je fais? Pause pipi.
et t'es en train de tourner à 5000 mètres au-dessus d'un champ de ruines. Et là, bah, ta préoccupation, tu te mets au pilote automatique, c'est le moment, c'est le moment pipi. Et ce moment-là, j'ai pris du recul et tu dis c'est juste surnaturel. T'es dans ton avion de chasse, tu regardes en bas les combats et tout, tu dis c'est juste surnaturel. Mais ça fait partie des joies du métier de pilote. C'est une problématique au quotidien. Ah, exactement. Mais c'est énorme. Et du coup, quand tu parles de pilote automatique, justement, quand tu es en phase de vol au-dessus, justement, d'un point stratégique, quand tu vas te mettre en pilote automatique, ça réduit pas la vitesse. Donc, tu continues à aller super, super vite quand même. Ouais, en fait, Donc, tu du coup, viens décider de la vitesse. C'est toi, D'accord. le pilote automatique sur Rafale est super bien. Tu lui dis, je veux tenir telle altitude, tel degré de virage. Généralement, on fait des ronds au-dessus de vos têtes. On fait un rond plus ou moins permanent de 30 degrés d'inclinaison. Pourquoi on fait un rond? Parce que sinon on s'éloignerait trop. Le but, c'est de rester proche de vous et de pouvoir avoir nos capteurs sur vous. Donc, on va faire une sorte de rond constant, ce qu'on appelle la wheel, le rond. Et là, on peut mettre l'avion au pilote automatique, ce qui nous permet de nous concentrer sur nos capteurs. On a des pods de désignation laser et ça va nous permettre, parce que moi j'étais sur monoplace, j'étais tout seul dans l'avion, donc avec je pilote, que je gère mes équipiers et en même temps que je regarde avec mon pod laser, une sorte de super caméra infrarouge qui regarde au sol et d'essayer de voir ce qui se passe ou d'essayer de trouver des cibles. D'accord. D'accord, d'accord. Et le pilote automatique te permet de faire quand même des ronds? Ou c'est Ouais, qu'en ligne droite? non, le pilote automatique permet de faire des ronds. On n'a pas d'appontage automatique en France. Les Américains l'ont. Ok. Donc nous, on peut pas apponter automatique, mais oui, il te permet de faire des ronds. Par contre, sur mon premier avion, quand je suis rentré dans l'armée, le super étendard, non, c'était pas possible. C'était plus compliqué. D'accord. Et comment vous organisez comment vous organisez quand vous êtes plusieurs avions à surveiller justement les gars en bas? Comment vous arrivez à vous étager? Vous vous étagez ou comment ça se passe? Par exemple, si toi tu as envie de pisser, et pour pouvoir tourner, est-ce que tu vas donner ton axe avec ta manœuvre de déception, mais ce que tu vas faire pour faire tes tours, l'autre aussi à côté, comment ça se passe? Ouais, alors tout est prévu, tout est codifié. On a vraiment amélioré nos process depuis des années pour arriver à quelque chose de très performant. Donc en fait, de manière générale, imaginons il y a un groupe de FS au sol et on est là pour vous appuyer. Vous êtes en déplacement avec un véhicule et il faut qu'on surveille la route ou autre. Ben on va faire des hippodromes et on va s'assurer parce que tu sais pendant les virages, on peut avoir ce qu'on appelle des masques. Des moments où à cause de l'inclinaison ou de la manœuvre de l'avion, on ne peut plus avoir nos capteurs sur votre position ou sur vos alentours. Donc on va se synchroniser les deux avions de manière à avoir en permanence au moins un capteur des deux avions qui regarde la zone d'intérêt. Et donc on a différentes manières de synchroniser. Par exemple, si on fait un cercle, on se met chacun en face à face d'un côté du cercle. C'est assez variable, mais du coup notre objectif, tout ce qu'on fait découle d'une volonté et d'une volonté d'efficacité opérationnelle. Si tu me dis j'ai besoin que tu surveilles telle zone, je vais manœuvrer ma patrouille de manière à ce qu'il y ait toujours un capteur dessus. Si tu me dis j'ai besoin tout de suite d'une bombe sur tel endroit, je vais manœuvrer ma patrouille pour qu'on te donne la bombe de suite sur l'endroit. Mais peut-être que pour faire ça, je vais arrêter de regarder ce que tu fais pendant 20 secondes ou 30 secondes. Donc en fait, on part toujours de la demande un petit peu de DFS, de la demande du client. Quel est l'effet militaire recherché? Et nous, c'est notre travail de nous adapter de manière à répondre à l'effet militaire le plus rapidement possible. Bon, en tout cas, moi, j'étais la première fois que j'ai travaillé avec vous. Alors, je sais plus. Alors, honnêtement, je sais plus si c'était la marine, si c'était les mecs de l'armée de l'air. On avait un DHY. Donc, le DHY, tu peux expliquer ce que c'est le DHY? Je pense que la plupart ne savent pas ce que c'est. Ouais, donc en fait, il y a différents types de bombes. En gros, à l'heure actuelle, avec l'armée française, on va mettre en œuvre trois grandes catégories d'armement. La première catégorie, c'est le canon. On a des obus de 30 mm en France. On a généralement 120 obus à poste. Certains avions, comme le Mirage 2000D, n'en ont pas. Mais malheureusement, si je puis dire, c'est plutôt à l'entraînement parce que pour des règles, à cause des règles d'engagement, on n'utilise pas trop, voire quasi jamais au combat, mais on s'y entraîne. Donc on a le canon. Ensuite, on a des bombes guidées laser, type GBU-12 pour les spécialistes, bombes de 250 kg. On a également des bombes de 125 kg. On a des bombes aussi plus lourdes. Donc la bombe guidée laser, c'est la technologie de la guerre du Vietnam. Et la bombe va tomber sur une trajectoire au début, elle n'est pas propulsée, hein, elle tombe tout bêtement, elle tombe à l'ancienne. Et là, elle a un capteur devant qui voit ce qu'on appelle la tache laser, donc qui détecte une certaine longueur d'onde d'un faisceau laser.
Donc, on s'est coordonné pour être d'accord sur quel faisceau laser il faut que la bombe regarde. Et pour guider cette bombe, il faut donc que dans son champ de vision, il y ait une tache laser. Et cette tache laser, elle provient soit de l'avion qui illumine, donc depuis le ciel, on illumine la bonne fréquence laser, soit elle peut provenir des forces spéciales au sol avec un DHY, qui est un système que vous pouvez porter à main nue, et que vous pouvez installer et que vous pouvez éclairer, par exemple, le bâtiment. Après, c'est plus compliqué à mettre en œuvre que ça en a l'air, parce qu'il faut que la tache laser soit visible par l'angle d'arrivée de la bombe. Je m'explique. Ouais, c'est pour ça qu'il y a tout un calcul qu'on devait mettre en place. Vous avez un bâtiment qui est carré. Un bâtiment qui est carré avec un toit comme à la montagne très fort. Mais si vous éclairez par exemple la face sud de la pente du toit et que la bombe arrive par le nord, elle ne verra pas la tâche et elle n'ira jamais au but. Donc il y a tout un travail de coordination entre les troupes au sol, les pilotes et dans quel ordre, dans quel axe on arrive pour pouvoir mettre en œuvre de l'armement laser. Il faut que les conditions météo le permettent également. Ça, c'est pour ça que. Ouais, vas-y. Pardon, c'est pour ça que c'est hyper intéressant de, là, pendant que tu dis tout ça, justement, en même temps, je vois un petit peu les trucs. C'est pour ça qu'il faut que vous compreniez bien, en fait, que la partie, que ça soit force spéciale, pilote et tout ça, on a quand même un niveau d'exigence et un niveau d'expertise qui est quand même assez important. C'est-à-dire que, quand on fait des exercices ou des missions avec des pilotes de chasse, avant sur des briefings, il y a quand même beaucoup de choses. C'est pas le mec qui comprend rien, à qui on va lui donner le truc et qui aille au sol et qui va nous donner n'importe quoi. C'est quand même assez compliqué. Il y a des calculs à faire, il y a des choses à prendre en compte avec l'axe de l'avion. Donc, l'axe de l'avion, c'est l'axe dans lequel l'avion va arriver, c'est pas l'axe où vous êtes. Ensuite, à partir de là, ce qu'a dit AT, c'est bien prendre en compte que ce point de laser, en fait, on pourra le voir que du ciel, mais surtout, il pourra le voir que dans un sens. Donc, s'il lâche la bombe, il faut qu'elle arrive au bon endroit. Donc, c'est pour vraiment vous. Je dis ça pour souvent, je parle des gens dedans qui n'arrivent pas à écrire français dans le groupe, parce qu'il y en a un paquet qui ont du mal à écrire français parce que voilà, ils ont pas fait vraiment, ils font pas trop d'efforts à l'école. Mais honnêtement, l'école et de plus en plus, l'école, les études, le niveau d'études, il est quand même hyper important. Quand j'ai le niveau d'études, c'est votre capacité à raisonner. C'est pas d'aimer l'école, aimer la littérature, les maths, etc. Non, c'est d'être capable, parce que ça vous plaît, de pouvoir raisonner, de comprendre ce que vous faites. Voilà, c'est juste une petite parenthèse. À toi, Athé. Ah ouais, non, mais t'as complètement raison. En fait, ce qu'il faut comprendre, l'école, alors moi, j'étais pas un grand fan de l'école non plus. Alors, j'ai vu tout à l'heure une question sur le cursus. Tu peux faire pilote de chasse en France avec un bac général ou technologique. Dans la marine, entre 17 et 25 ans. Dans l'armée de l'air, entre 17 et 27 ans. D'ailleurs, demain, justement, moi, je fais une vidéo là-dessus sur ma chaîne parce que il y a énormément de gens qui pourraient postuler en tant que pilote, mais qui ne savent pas, en fait, que c'est accessible sans avoir fait maths spé. Il y a une autre cursus maths spé, voire même Polytechnique pour faire pilote de chasse, mais c'est pas nécessaire. Quand on prend un jeune qui a 18 ans, et moi, c'était mon cas, je suis rentré post-bac. J'ai repris les études après, mais je suis rentré post-bac. T'as pas un niveau en maths, tout ça, qui est fou, mais en fait, ce qu'on va rechercher, c'est une agilité intellectuelle. Et l'école, ce qu'elle vous apprend, c'est des capacités, comme tu disais, à raisonner. Et ce dont on a besoin de nos jours sur le champ de bataille, c'est fini la guerre de sécession où t'as des mecs qui marchent les uns à côté des autres et qui disent amen, ou même pensez à Astérix Obélix. Vous rentrez pas dans l'armée ou dans les forces spéciales de nos jours pour aller faire la tortue et attendre que des cavaliers vous chargent dessus. On est une armée de professionnels, et qui dit professionnalisation dit niveau d'études, d'exigence, de matériel plus élevé. Les fantassins de base, il y a 300 ans, ils savaient pas utiliser un DHY. Pour apprendre à utiliser un DHY, alors je sais pas le temps de la formation, mais bon courage. Il va falloir apprendre comment fonctionne un laser, il va falloir apprendre les angles, les machins. Donc c'est très très important, et l'école vous apporte, sans vous l'expliquer de manière claire parce qu'ils savent pas trop se vendre, mais en fait, ce que l'école vous apporte, c'est cette capacité de raisonnement et c'est cette agilité intellectuelle qui fait qu'après, derrière, on vous parle d'un sujet et pouf, vous avez une capacité à vous exprimer clairement, à comprendre de quoi on parle et à avoir un impact sur le champ de bataille, du coup. Là, je vois un gars qui a marqué comme quoi le niveau pour l'armée de l'air, en fait, un bac général, ça suffit pas. Tu confirmes? Si. Non, alors, en plus, je suis en plein dedans en ce moment. Si, bac général ou techno. Moi, je suis rentré avec le bac. J'ai posé mon dossier en terminale. À l'heure actuelle, il y a, alors ça sera l'objet d'une vidéo, donc je vais faire court là-dessus pour pas. Mais c'est le cursus. Tu peux, avec un bac général ou technologique, entre 17 et 27 ans, rejoindre un programme, et je l'invite à googler dans une autre page là, EOPN, élève officier
du personnel navigant. EOPN, c'est 17 à 27 ans dans l'armée de l'air, c'est 17 à 25 ans dans la marine, bac général ou technologique. La plupart des gens qui rentrent ont un bac plus 3, c'est vrai, mais moi j'en fais partie, je suis rentré niveau bac et tu as un bon tiers des gens qui ont que le niveau bac. Ok. Bon, bah, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Et il manquait une bombe, en fait. Tu sais, tu nous as parlé des bombes laser et il manquait la troisième façon de faire. Oui, pardon. Attends, je regarde un commentaire. L'entrée de l'orateur a été faite en quelle? J'ai pas compris. Je l'ai pas Alors, vu. la bombe GPS. On voit ça. Véronique. Les bombes GPS, c'est la troisième catégorie. Et là, on va dire, c'est ce que les Américains aiment le plus parce que c'est très efficace et tu peux faire des tirs en salve. Donc, en fait, tu viens dire, j'ai besoin d'une bombe à tel endroit GPS. Et si tu as la couverture GPS qui est bonne, il y a des petits calculs à faire, encore une fois, pour savoir que tu as une bonne couverture GPS. C'est ce qu'on appelle le GDOP, G-D-O-P. Pour ceux qui veulent s'intéresser au GPS, vous tapez GDOP. Ça vous donne une idée de si la pression GPS sera bonne ou pas pendant votre mission. Donc, si vous avez un bon GDOP, donc en gros, votre précision GPS est assez bonne, et nous on utilise une précision GPS militaire, donc c'est mieux que votre montre, eh bien, on va pouvoir mettre en œuvre de l'armement guidé GPS. Le problème pour ça, c'est qu'il faut que les troupes au sol puissent nous communiquer des coordonnées très précises. Exact. Donc, il faut qu'elles aient une capacité d'extraire des coordonnées précises, et là, ça dépend du champ de bataille. Typiquement en Irak, en Syrie, ça fait tellement longtemps que les Américains y sont, on a des super, on va dire de la super cartographie. On sait exactement au mètre près quoi et où. Et sur d'autres théâtres, c'est moins le cas, donc il faut faire attention à ça, parce que si votre relevé GPS n'est pas bon, bah votre bombe va pas tomber au bon endroit. Autre chose qu'on prend en considération, c'est l'altitude du terrain. Réfléchissez un petit peu en 3 dimensions. Ma bombe, elle arrive souvent sous 60 degrés. Si l'altitude qu'on m'a renseignée est fausse, imaginez là sur un plan vertical, eh ben ma bombe elle va passer. Par exemple, si on me dit la cible est à 100 mètres de haut, mais en fait la cible est à 0 mètre, ma bombe va viser 100 mètres de haut à telle altitude, à telle coordonnée. Et si en fait c'est pas vraiment à cette hauteur-là, elle va passer dans le vent, elle va passer 100 mètres en vertical au-dessus de la target et va taper beaucoup plus loin. Donc en fait c'est plus compliqué que ça en a l'air de mettre en œuvre du GPS, mais à l'heure actuelle en Irak, en Syrie, c'est très efficace. Et tant qu'il y a du GPS, c'est assez confort à utiliser. Ok, cool. Moi, il y a une question là, je vois en tant que FS, vous avez déjà récupéré un pilote qui s'est éjecté? Non, j'ai jamais récupéré de pilote qui s'est éjecté. On faisait des exercices à l'époque quand c'était alors pas beaucoup la mode, mais on faisait beaucoup de rescos justement. On faisait des rescos avec des pilotes qui venaient chez nous, même à Lorient, et ils partaient à un endroit et en fait on faisait tout un exercice où le pilote s'était écrasé, on avait son signal de détresse, la mission se déclenchait, on allait récupérer le pilote. Ensuite, ça a été l'armée de l'air, notamment le CPA-10, qui était très spécialisé à l'époque dans le resco. Ils en font un petit peu moins, mais on travaille toujours là-dessus. Après, personnellement, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de pilote, je crois, français de mémoire à récupérer à l'étranger, si je me trompe. Oui, on a eu des pilotes éjectés sur 2000D pendant les Balkans, donc ça pour la Bosnie, ça remonte à il y a un paquet de temps. Par contre, des pilotes d'autres nationalités, ça tombe quand même assez régulièrement en Irak, surtout chez les F-16 ou les avions monomoteurs. Il y a un pilote jordanien qui a fini brûlé par Daesh dans une cage juste avant que nous on parte. Ça arrive. Après, c'est peut-être intéressant d'expliquer aux gens. C'est quelque chose d'intéressant d'un point de vue psychologique pour le combattant. C'est en tant que pilote de chasse, on nous donne une puissance de feu qui est assez impactante sur le champ de bataille. On arrive, on est au-dessus de tout, on voit tout d'en haut, on a une capacité à un peu tout casser. Intellectuellement, forcément, on se sent assez puissant. Et on se prépare à l'avance. À l'hypothèse qu'un jour, on va quitter notre situation confortable assis dans notre siège, alors il n'est pas en cuir, mais à 5000 mètres au-dessus des combats, pour une raison X ou Y, on va devoir s'éjecter, et on va passer, et ça c'est assez fort d'un point de vue psychologique, c'est pour ça qu'il faut s'y préparer, on va passer en gros de la personne la plus puissante d'un point de vue militaire sur le champ de bataille, à la personne la plus recherchée, et surtout la moins entraînée et la moins efficace militairement.
je me retrouve au sol, qui est pas du tout mon élément, avec un pistolet, avec un nombre de chargeurs que je peux pas vous dire, avec pas beaucoup de balles. Et là, je me retrouve, il y a ce qu'on appelle une dichotomie, un effet falaise qui est énorme. Et ça, c'est quelque chose auquel on doit se préparer parce que déjà, tu as le choc de l'éjection. Tu risques de te retrouver blessé ou autre, tu quittes ton environnement. Et ça, c'est quelque chose qu'on essaye de se préparer le plus possible parce que le jour où ça arrive, bah, c'est assez impactant. Par contre, dans notre malheur, j'ai envie de dire, parce que justement, on est une cible un peu high value, comme on dit, aux yeux de l'ennemi, hein, on devient l'ennemi public numéro 1 dès qu'on est au sol. Les procédures de l'OTAN, les procédures militaires actuelles font qu'à partir du moment où on a un pilote éjecté, en gros, toutes les opérations s'arrêtent et l'objectif, c'est de récupérer le pilote. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et là, il y a des moyens, surtout quand tu travailles avec les Américains, qui sont assez monstrueux. Et là, derrière, les missions sont assez énormes. Hein. Mais c'est pareil en Afghanistan, quand il faut aller récupérer des mecs. Et voilà, là, ça sort vraiment beaucoup de matériel. Et le problème, c'est de tenir le temps jusqu'à cette récupération. Et justement, vous êtes au niveau de l'armement, vous êtes avec quoi? Vous êtes avec une arme de poing ou comment ça se passe? Ouais, on est avec du 9 mm, arme de poing toute bête, réglementaire de service. Les Russes font un peu qui va pas vous permettre de résister longtemps dans un dans un territoire vraiment hostile. C'est ça. Et en termes de distance, c'est pas terrible. Alors, moi, je te cache pas que je m'étais renseigné un peu sur l'AK-47, tout ça. Je me dis, tiens, si tu te retrouves au sol, bah, mine de rien, il faut quand même, si ça se trouve, on peut se retrouver à utiliser de l'armement adverse. Donc, comment ça fonctionne? Donc, ce genre de choses. Mais c'est pas vraiment quelque chose qui est très démocratisé. Mais moi, je pense que c'est quand même important. Par contre, d'autres pays, par exemple les Russes, et là, c'était sur YouTube il y a un moment, il y a un pilote d'avion d'appui-feu, un Sukhoi 25 russe, qui s'est fait abattre en Syrie. Il s'est éjecté, il a été entouré par Daesh. Donc lui avait une arme de poing et il avait une grenade. Et avant d'être pris, il a fait péter sa grenade. Nous, on vole pas avec ça, mais tu vois, du coup, de pays différents, mentalités un peu différentes, ils volent avec de la grenade. Après, c'était peut-être lui personnellement qui avait prévu le coup, qui avait sa grenade, mais généralement, on n'est pas très équipé en termes d'armement. La mentalité est différente parce qu'on ne pense jamais à, on a du mal, je pense en France, à se dire que ça va pas marcher ou que ça va arriver en fait. C'est-à-dire que t'es pilote de chasse, il y a aucune raison que tu te retrouves éjecté en conflit, t'es à 5000 voilà. Et tant qu'en fait on n'arrive pas à comprendre que si ça peut arriver et si ça arrive, bah même un pilote de chasse ou peu importe, faut on fait une analogie inverse, hein, il est là, bing, il s'éjecte, il va arriver au sol. Au sol, comment il fait avec son arme de poing s'il est un territoire hostile en attendant que les mecs, même si c'est une alerte à 12 heures, 24, etc., le temps qu'on arrive pour récupérer le gars, c'est très compliqué. Donc avec une arme de poing, après, de toute façon, forcément, c'est pas non plus le but à lui, ça va être après c'est des trucs basiques, hein, comme on dit, ça va être de se protéger, de trouver, de creuser, de se faire une cache, et puis, etc. Mais je comprends en fait tout ce que tu dois déjà ingérer en tant que pilote, faire en plus de ça une formation plus type guérilla et tout, ce serait. Non, on ne peut pas tout faire. Mais on a une formation avec l'armée de l'air, on va à Caso. Et on fait un stage justement de recherche et sauvetage où on apprend justement les procédures d'interaction avec les FS, les procédures de récupération et comment faire un trou, se cacher. Et il faut qu'on fasse quelques jours dans la nature et ils nous pistent avec des chiens. Donc on apprend à déjouer les chiens, tout ça. C'est assez intéressant. Mais tu te rends compte clairement que, alors comme on dit, hein, au sol, c'est pas chez nous, quoi. C'est clair. Et justement, il y a deux questions intéressantes. Il y a la première là que je viens de voir passer, c'est est-ce que vous travaillez un petit peu sur les notions de survie? Parce que si tu es éjecté en territoire hostile, si tu as juste ta petite bouteille d'eau, tu l'as pas prise avec toi, bon déjà, il va falloir que tu trouves de l'eau. La bouffe, est-ce que vous avez des petites notions là-dessus? Oui, alors on a une formation annuelle dans l'aéronaval pour la survie maritime. On apprend à aller dans l'eau, un peu avec de la survie, l'éjection, l'arrivée sous voile. On a une formation donc en début de carrière sur la survie terrestre. Et ensuite, pour ce qui est du pack de survie, tout ça, quand on s'éjecte, à l'intérieur du siège éjectable, il y a un kit de survie. À l'éjection, tout se déploie. On a un petit canot. On a un pactage de survie avec un petit peu d'eau, trousse de survie avec de la morphine, alors ça on a sur nous, mais on a on a vraiment nécessaire de premier secours, on a un peu de nourriture, on a un sifflet, on a un couteau, enfin on a un petit kit avec nous pour nous aider justement à construire notre cabane, à se cacher, tout ça. Donc on a un petit peu de matériel, mais c'est vraiment pas grand chose. Je veux passer une question sur le pistolet mitrailleur aux US. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous on s'éjecte de l'avion. Un avion, par exemple,
C-130 ou un Transal qui va au tas, eux, ils ont plus de place pour me porter de l'armement. Nous, on sort de l'avion par éjectable. Donc, l'armement qu'on a avec nous, il faut qu'il résiste à la sortie peut-être supersonique de l'avion. Donc, on peut pas avoir beaucoup de matériel avec nous. On est contraint. Donc, on n'a pas beaucoup de matériel avec nous. Ok. Et une autre. Alors, je réponds juste à une question. Je vois quelqu'un qui a marqué. Tac tac. Attends, hein, ça me fait rire. C'est comment je trouve ça cool. Hein. Je vois Marc Bartoli dit salut, grâce à ta motivation. Salut, grâce à ta motivation, je pars de 2 jours en infanterie. Bon, en fait, ça tombe bien parce qu'en fait, il y en a aucun de nous deux qui était dans l'infanterie, mais si t'es motivé, c'est cool. Ça lui donne envie. C'est bon courage. T'inquiète pas, les pilotes veillent sur toi. Il ira peut-être dans les forces spéciales après. Je te branche, Marc. C'est très bien. C'est très bien. Si tu es motivé pour aller dans l'infanterie, c'est super. L'autre question hyper intéressante, je ne sais pas si tu veux en parler ou pas, c'est que je vois qu'il y a marqué, y a-t-il un risque d'AVC pendant une éjection? Je trouve cette question très intéressante. Alors, des risques d'AVC, j'ai envie de dire, il y en a un peu tout le temps. Moi, j'en ai fait un en donnant le biberon à mes enfants il y a 2 ans. Il y a des risques. Le plus gros risque lors de l'éjection, c'est la colonne vertébrale. Mon père était dans l'armée de l'air, il s'est éjecté, il a jamais eu mal au dos, mais on va dire la norme, c'est quand même que les gens ont un peu mal au dos après une éjection. Ça n'empêche pas de reprendre. Souvent, tu as comme 6 mois, 8 mois un peu incapacité. Mais le gros risque, c'est un souci au niveau de la colonne vertébrale, si t'étais pas bien aligné ou autre au moment de l'éjection. Donc le plus gros risque, c'est pas l'AVC, c'est un dommage au niveau de la colonne vertébrale. Après, en termes d'AVC ou autre, moi j'en ai fait un à 31 ans, donc c'était à moitié lié à un coup du lapin que je me suis fait. Enfin, c'était lié à un coup du lapin que je me suis fait. En fait, je fais mal au cou sur un vol. J'ai une artère qui a pas aimé, qui est derrière amené un AVC. Mais tu peux te faire mal, comme malheureusement, comme dans tout métier un peu physique. Comme les parachutistes peuvent se faire mal, comme tu peux te faire mal en conduisant un camion ou autre. Il y a des chocs. Ces chocs, c'est principalement l'ouverture de la voile si c'était rapide, c'est de la sortie lors de l'éjection, ou ça peut être des mauvais placements de ton cou en combat aérien ou en meeting, ça peut te faire mal. Après, on a une autre problématique, j'ai envie de dire supplémentaire, un peu comme les nageurs, mais nous c'est l'hypoxie, des soucis d'arrivée d'oxygène peut-être quand tu es en altitude, qui peut avoir des séquelles sur ton cerveau. D'accord. Et une autre question que je vois aussi qui est attendue, mais je l'avais marqué, c'est une question qui est revenue plusieurs fois. Y a-t-il des femmes pilotes dans l'aéronaval? Il y en a sur hélico et avions de multimoteurs, donc de transport. Il y a eu 3 femmes qui sont entrées dans le cursus sur avion de chasse, qui ont déjà apponté sur le porte-avions Charles de Gaulle, mais elles ne sont pas restées. Elles ont été réorientées après. Par contre, dans l'armée de l'air, tu as pas mal de femmes pilotes de chasse. Aux États-Unis, il y a pas mal de femmes pilotes de chasse. Pourquoi cette différence alors entre l'armée de l'air et justement la marine? Pourquoi la marine, il y en a pas et on en a dans l'armée de l'air? Je pense que les volumes de recrutement sont pas les mêmes. Et du coup, à cause de ça, statistiquement, il y a un peu moins dans la marine. Mais c'est ouvert aux femmes. C'est ouvert aux femmes. S'il y a des femmes qui écoutent, qu'elles n'hésitent pas. D'ailleurs, j'en coach une. Qu'elles n'hésitent pas à postuler. Ok. Ensuite, une question qui est marquée là, parce que je regarde en même temps et je la vois, elle est marquée là aussi. Est-ce qu'il y a un recrutement direct pour les FS comme les CPA10? Tu peux passer forcément par les Fusco ou autre type de parcours? Cette question, on y a déjà répondu. J'y répondrai un petit peu plus tard. Là, on va faire les questions avec AT et puis après, on verra les questions un peu plus FS. Dans les questions, je suis un jeune, donc un jeune là qui te regarde. En étape par étape et très rapide, comment on peut arriver à demain piloter son propre avion et faire partie de la Royale en étant pilote de chasse? Alors, j'arrive, j'ai 18 ans. Je passe les épreuves, ensuite, très rapidement, hein, tu sais, par étape. Très bien, pas de souci. Déjà, je vais juste revenir un tout petit peu en arrière. Même on peut dire qu'il a 17 ans. Il a 17 ans, il est en terminale, générale ou technologique. Il peut aller postuler pour faire pilote. Dans la marine, ce sera EOPAN, élève officier pilote de l'aéronautique navale. Bac général ou technologique, 17 à 25 ans, il peut postuler. On va lui faire des petits tests de maths, de physique, de français, enfin vraiment les trucs de base. Un petit entretien de motivation, en fait, qui va tester surtout son niveau de maturité. Si ça plaît, derrière, il va partir à une enveloppe poulmique sur la presqu'île de Crozon dans le Finistère pour test d'anglais écrit et oral. Il faut être très très bon en anglais. On est formé par l'US Navy américaine, donc c'est super important. C'est une question justement qui était le niveau d'anglais. Très très important. Alors, si vous voulez avoir une idée,
Il y a le test TOEIC, je vais le marquer là dans les commentaires. Le TOEIC, c'est ce qu'on utilise dans la marine, mais il faut viser, si vous visez un minimum de 750 au TOEIC avant de vous présenter, si vous voulez faire pilote de chasse. Pour info, moi j'avais 910, j'avais 990 à la fin de ma carrière. C'est vraiment très très important. Donc le test, le test d'anglais, de la motivation qui passe en fait par la culture aéronautique. On va vous poser plein de questions sur la culture aéronautique, longueur du porte-avions Charles de Gaulle, quel est le premier aviateur qui a traversé la Manche, ce genre de questions. On veut vraiment savoir si vous vous intéressez à l'aviation. Pourquoi? Parce que si vous êtes motivé, vous avez dû vous renseigner. Et c'est comme ça qu'on va détecter vraiment votre motivation. Ensuite, derrière, on va essayer de tester votre maturité. Et si tout ça c'est bon, si ça passe, on va vous faire une visite médicale assez approfondie. Derrière, on va vous refaire des tests d'une sorte de simulateur de vol avec des lumières à retenir et des maths très basiques à faire de tête. Et derrière, vous retrouvez à piloter des 410 en uniforme. Donc, ces petits avions à hélice, 180 chevaux. Vous avez 14 vols de sélection. Vous êtes payé par l'armée à ce moment-là. Et si vous résistez aux 14 vols de sélection, il y a un reportage qui s'appelle à l'école des pilotes de l'aéronavale qui en parle. Et si vous résistez aux 14 vols de sélection, derrière, on vous propose soit d'aller faire de l'avion, soit d'aller faire de l'hélico. Et après, vous partez dans votre cursus qui dure 2 à 3 ans, qui pour un pilote de chasse vous amène pendant 2 ans aux États-Unis, en Floride puis en Mississippi, payé 2 fois et demi mieux qu'en France, pour la petite histoire de motivation. C'est un moment vraiment sympa. Et après, vous êtes pilote de chasse aux États-Unis, vous revenez en France, et là, vous êtes à Landivisio, et moi, j'ai fait 9 ans à Landivisio derrière. Et là, vous pouvez rester au maximum 25 ans dans le service, au minimum 13 ans. Moi, j'ai fait 13 ans. D'accord. Et tu peux être, pendant ton cursus, une fois que tu réussis et que tu pars dans ta formation des 2 ans, t'es toujours, c'est toujours une formation continue, tu peux être viré à n'importe quel moment. Ouais, tu peux être viré même une fois instructeur. Ouais. Alors ça, c'est le prix à payer pour ce genre de métier. C'est que mais c'est comme dans les faits, je pense que tu remets en jeu ta crédibilité professionnelle chaque jour. Ok. Moi, j'en parle dans mon bouquin, mais il est en anglais, mais c'est un bouquin qui s'appelle Débrief. C'est ce qu'on appelle le beginner mindset, l'état d'esprit du débutant. Chaque jour, nous, à chaque fois qu'on apponte sur le porte-avions, on est noté. Même si tu es le grand chef, le plus haut instructeur de la marine, dès que tu appontes, tu es noté et tu es débriefé et on communique ta note devant tous les autres pilotes. D'accord. Donc, il n'y a jamais un moment où tu es perché, en fait, dans l'aéronaval. Professionnellement, faut tous les jours que tu prouves que que tu mérites ta place. Donc, mais c'est un état d'esprit et en soi, c'est pas contraignant au quotidien. Et si tu es dégagé, tu fais quoi? Alors, tu es pilote, mais tu peux plus voler. Alors, si tu dégages de la chasse, en fait, c'est un peu comme une bouteille, c'est une pyramide là, de chocolat. Tout en haut, c'est la chasse. En dessous, c'est les avions de transport. Encore en dessous, tu as, on va dire, instructeur en avion de début. Et encore en dessous, tu as les hélicos qui sont un peu une filière un peu différente. Mais généralement, les majors de promo vont en chasse. Après, c'est avion multimoteur. Après, c'est des instructeurs un peu à vie. Et en dessous, tu as les hélicos dans leur catégorie un peu spéciale. Ok. Donc, en fait, si tu croises le super instructeur qui te fait la morale et en fait, le super instructeur, il a jamais été pilote de chasse. Voilà. Ça, c'est un grand débat. Je pense que c'est un peu partout pareil. Oui. Il y a un point qui est très vrai et qu'il faut dire. Enfin, moi, j'ai fait 8 ans en unité ops, mais je voulais aller faire instructeur. Et on m'a interdit d'aller faire instructeur parce qu'on avait besoin de mecs avec toutes les qualifs en unité ops. Donc ça, il faut en avoir conscience, je pense, quand même, quand on rentre dans l'armée, même si c'est pas quelque chose qui vous fera changer d'avis. Mais si vous êtes très bon dans ce que vous faites, on aura besoin de vous en unité opérationnelle. Ce qui est vachement bien. Mais au bout de 10 ans en unité opérationnelle, vous serez peut-être fatigué. Il faut en avoir conscience. Ouais. Moi, je sais que c'est pour ça que je suis parti, par contre. Oui, de toute façon, on voit bien sur les phases de vol, on croisait beaucoup de pilotes quand on était en Afrique et même quand on arrivait à faire une soirée avec eux, surtout en Afrique, Djibouti, avec la chaleur et tout, les mecs étaient crevés et ils volaient. Donc, être dans l'opérationnel, c'est génial, c'est top, mais on a un niveau d'implication qui est tel en ce moment dans les forces que si tu es bon, que tu es opérationnel, attends-toi à pas faire semblant et tu vas vraiment beaucoup travailler. C'est clair. Au niveau des conditions médicales, alors je sais que tu n'es pas médecin, hein, mais au niveau des yeux, est-ce que tu peux, daltonien, est-ce que ça pose un problème? Moi, je marquais là, c'est CEMPN. C'est eux qui gèrent le médical. Moi, je peux pas vous dire, c'est un peu du cas par cas. Ce que je peux vous dire, c'est que si vous n'avez pas l'aptitude pour être pilote de chasse, regardez si vous avez l'aptitude pour être pilote de ligne, c'est toujours pas mal. Et si vous ne pouvez pas être pilote de ligne en Europe,
ne baissez pas les bras. Les aptitudes de pilote de ligne, par exemple, au Canada ou aux États-Unis sont différentes. Et avec une aptitude américaine, vous pouvez très bien travailler en Asie, travailler en Afrique, même travailler dans certaines compagnies en Europe. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il faut bien comprendre comment ça fonctionne. Et vous avez donc le plus dur, c'est l'aptitude chasse en France. Après, c'est l'aptitude aviation de ligne. Et si c'est pas bon, ça vous ferme pas pour autant l'aéronautique. Il faut être malin. Il faut aller chercher peut-être des pays où le niveau médical est pas le même. Au Canada, c'est le premier pays à avoir ouvert l'aviation de ligne aux diabétiques, par exemple. Ok. C'est cool, c'est très intéressant. Dans les différentes questions, en fait, les différentes questions, maintenant, je pense qu'on a fait le tour parce qu'il y en avait qui étaient revenus, on a croisé les différentes choses. On va terminer de façon là-dessus, ça fait à peu près 50 minutes, 1 heure. Donc, après, je vous invite forcément à toutes les questions d'aviation. Comme j'ai dit, nous, sur la partie, on n'a pas de coach qui vont vous former sur la partie pour devenir pilote de chasse, etc. La partie préparation physique, il n'y a pas de souci. Après, je vous invite vraiment à suivre AT pour ceux qui ont plus qui veulent justement rentrer dans tout ce qui est pilote de chasse, aviation, tout ça, il sera plus à même de répondre. J'ai vu une question intéressante pour terminer avec ça. Si tu devais retenir pour toi on va dire ce qui t'a fait le plus vibrer, on a tous le petit truc qui nous a tous fait vibrer dans notre carrière. Pour toi, ce serait quoi? Salve de 4 en Irak. Salve de 4 bombes en Irak, c'est un sentiment assez particulier. Du côté du mont Sinjar, en plus c'est magnifique là-bas, à tomber de la nuit. Ça, c'était un moment particulier. Mais un autre moment où là, plus qu'à donner du sens à la formation et à toutes ces années un peu à travailler dur, c'était du trooping contact avec des Marines américains, des Marines RICO. Moi, je suis un grand fan du film The Rock, un vieux film avec Kevin Costner, avec Sean Connery par contre. Mais du coup, c'est les Marines RICO, Harris et tous ces Marines RICO. Et un jour, on m'appelle une troupe de Marines RICO qui est pris à partie par 3 snipers, il faut les aider. Et j'ai réussi à les trouver et à m'occuper des 3 snipers. Et ça, c'est un peu des achievements, c'est des moments dans ta carrière où tu te dis, j'en ai peut-être chié pendant 10 ans, mais j'ai eu un impact sur des vies, des mecs bien qui étaient emmerdés, et j'ai le sentiment d'avoir fait ce pourquoi la République avait investi sur moi. Et ça, c'est des moments qui restent. C'est génial. Et nous, en tant que, quand je dis nous, les commandos de maintenant, c'est vrai que on va dire, il y a au niveau des appuis, il y a le premier appui, comme on dit, vraiment l'appui qui est de suite au contact avec les hélicos, notamment quand on est avec le 4e RHFS, les mecs sont très bons. Ils sont vraiment, c'est énorme. Ensuite, les Américains avec les kilowatts plus tous leurs petits hélicoptères qui peuvent nous aider. Et après, forcément, on va dire plus au-dessus en altitude, ceux qui vont nous apporter de l'aide aussi, forcément les pilotes de chasse. Donc ça, c'est vraiment cool. En tout cas, merci AT. Merci à toi. C'était super. Comme je vous le dis, n'hésitez pas. Alors, allez voir ta chaîne YouTube, son compte Insta, LinkedIn, tous les renseignements, les vidéos en live. Après, tu en as une demain, c'est ça? Ouais, demain on sort une vidéo sur les différents cursus, justement, fonction de vos objectifs, un petit peu de carrière. On va partir de ça. Quel type d'études il faut faire et qu'est-ce qui vous attend pour finir pilote de chasse ou commandant d'unité ou ces choses-là. Ok. Je vous invite à écouter tout ça demain. Moi, je vais te laisser, Athé. Après, je vais couper de toute façon et puis je vais me reconnecter parce que j'ai deux, trois questions et puis 2-3 petites choses à faire passer à la communauté FS Coaching. Et son compte Instagram, il est marqué, il est épinglé. Là, vous avez marqué Mac 3 Management. Donc, allez y suivre. Et puis, en tout cas, merci de ton temps. Merci à toi. Et puis, comme on dit, on se voit bientôt. Take care. Et puis, on se dit à plus tard. Ton live, c'est à quelle heure? Juste, je peux le marquer. Demain, je crois que ce sera en début d'après-midi. Mais ça sera un YouTube première. Donc, en fait, après, c'est disponible sur ma chaîne. Tout contenu, après, est retrouvable sur la chaîne. Donc, ça sera en milieu d'après-midi je peux te marquer le nom de la chaîne. C'est AT Chuet sur YouTube. Ok. De toute façon, sur ton compte Insta, tu parles de ta chaîne, tu parles de tout ça. Je parle de ma chaîne au moins 1 fois par jour. Ouais, complètement. Je suis moins Insta que toi, mais je commence à m'y mettre un petit peu. Super. Merci beaucoup. Et puis, à ta communauté, écoutez bien ce qu'il a à dire. Force spéciale dans la marine, c'est nous en tant que pilote, c'est ce qu'on respecte le plus.
C'est vraiment des mecs top et ils sont assez impressionnants. Et pour avoir été formé par les Américains, avoir bossé avec des Canadiens et autres, il y a vraiment du gros niveau dans la marine française. Donc vous êtes à bonne école, écoutez bien ce qu'il dit. C'est gentil. C'est gentil, Ouais, c'est c'est gentil. vrai. Merci à toi. C'est pas gentil, c'est vrai. C'est vrai. Bon, je te dis à plus tard et puis je me reconnecte. OK? Allez, Ciao. merci à toi. Ciao, ciao. Donc, je vais me déconnecter parce que ça va faire 1 heure. Je me reconnecte, je reste pas longtemps, je reste 10 minutes. C'est juste pour répondre à 2-3 questions et puis faire un petit point sur vous avec la partie FS Coaching pour ceux qui suivent et tout, parce qu'on a des petits retours sur certaines choses. Après, je sais pas si Romain est là ou s'il y a quelqu'un de la team. S'il y a quelqu'un de la team, on essaiera de faire un live vite fait avec lui pendant les 10 minutes. Et puis voilà, je vous dis à tout de suite.